On est avec Sabrina Gendron, Jacques Bérubé et Maxime Goyer et on explore le patrimoine bâti. Aujourd'hui, on est avec des invités qui sont versés dans la question du patrimoine. On va entre autres savoir si ça vaut la peine de brûler de l'argent dans ces vieilles affaires-là. Mais non, on les aime, nos vieilles maisons, n'est-ce pas? Comment ça a commencé le patrimoine pour toi et qu'est-ce que tu fais par rapport au patrimoine, je pense à Rimouski? Oui, bien en fait, moi, je suis directrice générale de la Société rimousquoise du patrimoine. Quand même. Oui, en fait, notre objectif, c'est vraiment de mettre en valeur et de permettre la conservation du patrimoine bâti. En fait, moi, comment ça a commencé, ma passion pour le patrimoine, c'est que c'était dans l'enfance, là. Moi, j'adorais ça, les vieilles maisons, comme tu le disais. Puis en fait, moi, mon arrière-grand-père était gardien de phare au phare de Pointe-Métis. Oh. Puis mes grands-parents m'ont toujours parlé de ça durant la Deuxième Guerre mondiale, qui était gardien de phare. Puis en fait, il y a tout plein de choses comme ça qui me fascinaient. Moi, quand j'étais jeune, là, je me promenais, puis je voyais les vieilles maisons, puis ça me faisait rêver. Je trouvais ça beau, en fait. Tu sais, de base, là, le patrimoine, pour moi, c'est quelque chose d'esthétique. Mais après ça, il y a tout le bagage de savoir-faire, de méthodes de construction. C'est tellement vaste, Okay. le patrimoine. Ça a commencé, dans ton cas, vers... c'est quelque chose d'émotif, c'est Ouais, quelque chose qui... familial. OK, Ouais. intéressant. Ouais. Dans ton cas, le patrimoine, une passion ou c'est carrément l'histoire au complet? Ouais, ben moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que oui, j'avais une certaine attirance pour le patrimoine quand j'étais plus jeune, mais ça s'est développé davantage depuis que je suis à Rimouski. Ah oui? Oui, j'ai été engagé à l'UQAR comme professeur d'histoire. Moi, ma spécialisation, en fait, c'est pas du tout le patrimoine. C'est l'histoire des Autochtones, l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, à l'UQAR, il y a quand même une spécialisation assez importante en patrimoine. On a un laboratoire d'archéologie de patrimoine. Et, ben, c'est un peu pas forcé, mais un peu nécessaire quand on rentre dans l'équipe. Le patrimoine est là partout autour, donc j'ai commencé à m'intéresser davantage à ça. Quand on va en amour avec l'Est du Québec, c'est comme enfarger dans le patrimoine, puis là, c'est devenu un autre intérêt, une autre passion. Intéressant. Exactement. Monsieur Bérubé? Oui, bien moi, en fait, moi, je suis natif de Rimouski. Je suis né à Rimouski il y a un peu plus de 20 ans. En fait, mon lien avec le patrimoine bâti, c'est pas une question d'expertise, c'est une question, je dirais, de l'avoir habité. OK. Et j'ai aussi, comme Rimousquois, j'ai aussi un lien avec le patrimoine des bâtis. Parce que on parle de patrimoine bâti, mais à Rimouski, je dirais qu'il y a énormément de patrimoine qui a été démoli. D'ailleurs, des bâtiments dans lesquels, moi, mon profil, en fait, moi, je suis un artiste visuel, un artiste en cinéma. J'ai été toujours impliqué dans des organisations culturelles qui, souvent, étaient dans des bâtiments, justement, regroupés dans des bâtiments. Donc, moi, mon lien avec le patrimoine bâti, c'est, je dirais, comme citoyen et comme utilisateur, comme occupant. C'est de l'engagement social. Oui, c'est absolument. OK. On reviendra plus tard sur la saga rimousquoise du patrimoine, là, qui fait partie là, des actualités de l'Est du Québec, bien sûr. Mais pour situer un peu, là, puis là, je trouve ça super intéressant qu'on soit remonté jusqu'au peuple des Premières Nations, parce que qu'est-ce qu'on entend par patrimoine? Est-ce qu'il y a une date, là, tu sais, comme 1950, ou comment ça fonctionne? Comment on détermine, on dit, OK, là, clairement, c'est du patrimoine? Le patrimoine, là, ça devient patrimoine quand on accorde une valeur à un bâtiment. Fait que ça peut être une valeur qui vient soit des citoyens, soit des organismes culturels, soit des municipalités. Puis quand on accorde une valeur à quelque chose, on veut le protéger pour le transmettre aux générations futures. Fait qu'en tant que tel, là, c'est vraiment ça la définition du patrimoine. Puis il faut penser que le patrimoine, il y a une continuité. C'est super important comme notion parce qu'en fait, on veut le transmettre. Puis, tu sais, veux pas, là, le patrimoine, ça fait partie de notre identité. Quand on voyage, là, quand on va, mettons, en France, on sait tout de suite qu'il y a une architecture qui est typique de la France. Bien, au Québec, c'est la même chose, puis c'est encore même la même chose quand on va en région.
quand on va dans des régions administratives différentes ou touristiques, ou même quand on va dans des localités, dans des villages, on voit les trucs qui sont distinctifs. Tu sais, vraiment des éléments là, qui font en sorte que, oh, on est à Rimouski. Tu sais, on a un caractère maritime à Rimouski. Bien, justement, ça fait partie de notre patrimoine aussi. Puis c'est important de le préserver parce que justement, après ça, c'est ça qui nous distingue, en fait, d'une autre ville ou village. Mais ça pose des défis, tu sais, si on prend justement les peuples des Premières Nations, là, je pense pas qu'il y ait de vestiges de préserver de Longhouse ou tu sais, je veux dire, il y a puis même pour les écrits ou les objets, je veux dire, il y a une limite quand même à ce qu'on peut préserver. Il fait quand même plus 40 l'été, puis moins 40 l'hiver, là. Il y a des conditions particulières au Québec. Tout à fait. Puis évidemment, ben, il y a l'enjeu des technologies aussi disponibles puis exploitées par les différentes sociétés dans le temps, dans l'espace, qui fait qu'il y a différents types de patrimoine à conserver. Du côté du point de vue des Autochtones, par exemple, pour ce qui est si on parle de longhouse, justement, de maisons longues iroquoiennes, ce qu'on va retrouver, c'est des vestiges par exemple, les archéologues sont capables de retrouver comment les pieux des maisons longues étaient organisés. Donc, cette structure-là, c'est important d'un point de vue archéologique, mais c'est un patrimoine aussi. Donc, un artefact, quelque chose que les archéologues trouvent dans le sol, c'est du patrimoine parce que c'est un témoignage qu'on veut conserver pour conserver une mémoire, que ce soit une mémoire scientifique, mais aussi une mémoire sociale de qu'est-ce qu'ont été les peuples, qu'est-ce qu'ont été les sociétés, comment elles ont vécu. Donc, on a aussi tout ce qui est objets de taille de pierre, par exemple, qui permettent de savoir où est-ce que les peuples résidaient. Puis, quel type de résidence ils pratiquaient, c'est-à-dire est-ce qu'on était là juste de passage, puis on dégrossissait des pierres, puis on repartait avec un peu plus léger que des gros blocs de pierre dans nos sacs pour aller retourner dans nos campements, disons, qui étaient un peu plus longs. Ou est-ce qu'au contraire, on a des éclats très, très fins, puis qui montrent qu'on était rendu dans de la finition de pointe de flèche ou de la finition de racloir ou de la finition de choses comme ça. Donc, ça aussi, ça permet, c'est du patrimoine aussi d'une certaine manière, mais il y a aussi, moins dans le bâti, mais dans le matériel ou immatériel, pour les Autochtones, le patrimoine, ça peut être, par exemple, les colliers de wampum, les fameuses, les Anglais disent des belts, des ceintures, mais les Français disaient des colliers, qui étaient des supports de mémoire, des supports mémoriels pour se rappeler des ententes qu'on prenait avec les autres peuples. Mais ça peut être aussi... moi, j'étudie le patrimoine au sens d'occupation territoriale. Il y a un patrimoine même de l'occupation territoriale. La réserve de Vigée, par exemple, c'est un patrimoine dans le sens où c'est une idée, c'est un territoire qui est ancré dans l'espace, le territoire, qui a été occupé, puis qui a eu plus ou moins occupé avec différentes activités qui ont été pratiquées dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait là? Comment on l'habitait? Comment on l'exploitait? C'est un patrimoine aussi. L'espace même si aujourd'hui il est complètement démantelé, l'idée de l'espace qu'on a occupé, c'est un patrimoine avec toutes les cartes qui nous permettent de le retracer. Est-ce qu'on peut tout sauver? Est-ce qu'on peut... Tu sais, on parlait des pieux de 4 pouces d'une longhouse, par exemple, et tous les matériaux alentours et toutes les époques et toutes les... Est-ce que c'est... Comment tu fais la distinction? Oui, il existe en fait des outils. Un des premiers outils qu'on doit faire, c'est un inventaire en fait de ce qu'on a sur notre territoire. Puis ça nous permet en fait de déterminer, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important. Il y a des statuts de protection aussi qui sont différents parce que souvent on dit que c'est patrimonial, mais il faut faire attention parce que juridiquement, là, il y a vraiment seulement 4 types de statuts de protection présentement au Québec. Il y a la citation qui vient des municipalités, il y a le classement qui vient du gouvernement provincial, le ministère de la Culture. Il y a les sites du patrimoine, que ça, c'est vraiment des secteurs d'intérêt patrimonial qui, quand il y a une demande de permis, ça passe auprès du comité local de patrimoine, qui est le CCU, là, le comité consultatif d'urbanisme, majoritairement du temps. Puis il y a aussi les PIIA. Ça, c'est les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un peu comme des sites du patrimoine avec des critères souvent différents qui viennent plus de la loi sur l'urbanisme. Puis ça, en fait, ça permet déjà en partant de donner un cadre juridique pour protéger ces bâtiments-là. Mais ce qui arrive, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est que ces demandes-là n'ont pas été faites. Tu sais, il y a des bâtiments qui ont un superbe intérêt patrimonial, un intérêt collectif, mais il n'y a pas eu de dépôt de citation, de classement
ou de même, ça ne fait pas partie des sites du patrimoine ou des PIA. Mais par contre, il existe des inventaires qu'il faudrait faire. Là, présentement, la loi sur le patrimoine culturel exige au MRC de faire tout l'inventaire là, sur le territoire. Mais par contre, ça arrête jusqu'en 1940. Mais on oublie que de 1940 à aujourd'hui, il y a quand même tout un patrimoine moderne qu'on doit conserver aussi. Puis quand tu parlais, il faut faire des choix, c'est sûr qu'il faut faire des choix. C'est sûr que, on ne peut pas nécessairement tout sauver. Par contre, Vous l'aurez entendu ici à Hôtel Central. Oui, ça, c'est spécial. mais par contre, c'est parce que quand je dis ça, c'est vraiment que souvent, on le voit individuellement, on voit cas par cas. Mais en fait, ce qu'il faudrait conserver, c'est pas nécessairement un bâtiment, mais c'est un ensemble de bâtiments. Parce que des bâtiments, là, souvent, ils ont été conçus pour interagir avec d'autres bâtiments. Puis, tu sais, veux pas, ça fait partie de la qualité de vie aussi d'un noyau villageois ou d'un centre-ville. Tu sais, c'est cohérent. Là. Souvent, il y a vraiment comme un ensemble qui est formé par divers bâtiments, en fait. Puis c'est ça qu'il faut protéger. En fait, il faut protéger ces ensembles-là. Puis c'est sûr qu'au Québec, on a du travail à faire. Il faudrait qu'il y ait des subventions qui soient davantage accordées aux propriétaires, puis même à des organismes, à des entreprises. Je trouve ça vraiment important, le patrimoine bâti. Tu sais, parce que c'est notre histoire, là. Tu sais, comment est-ce qu'ils gardaient les maisons chaudes, puis tout ça, comment ils gardaient ça frais. C'était majoritairement des fenêtres. Puis, ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que c'est là que les fantômes, ils vivent. Les fantômes, ils restent pas mal dans ces vieux buildings-là. Ils sont pas en train de hanter nos maisons. Puis ça, c'est vraiment convenient. Tu veux pas défaire les vieilles bâtisses, parce que là, les fantômes, ils vont se mettre à aller n'importe où. Puis c'est là que ça commence à être dangereux, là. Tu veux pas avoir des expériences paranormales quand t'es à l'épicerie, là, puis là, tu tasses de quoi, puis là, c'est comme là, t'es pogné à genre résoudre le meurtre d'un jeune homme pour qu'il puisse passer de l'autre bord. C'est trop à gérer, là, tu sais. J'ai ma propre vie, là. Je suis pas rendue... Je veux pas passer tout mon temps à faire des affaires pour les autres. Tu sais, des fois, ils ont des comédiens qui jouent des fantômes, là, ou qui jouent des personnes de l'histoire dans les vieilles maisons, là. Moi, j'ai été dans une maison de patrimoine, puis il y avait une madame déguisée en vieux temps, et je te jure, je pensais que j'étais en train de me faire hanter. Je me suis pas dit ça, c'est un employé, là. J'étais comme ça, c'est un spectre. Ceci dit, elle était blême pas mal. Fait que tu peux pas me blâmer d'avoir été mêlée, là. Moi, je posais des questions toutes, j'étais comme, je communique avec les esprits. Moi, j'ai pensé après ça que j'étais médium. Fait que je me suis lancée dans le business d'essayer de trouver des fantômes. Je peux te dire, j'en ai pas revu des fantômes après ça. J'ai compris, tabarouette, c'était pas un fantôme quand j'ai vu le fantôme à l'épicerie. C'est comme ça que j'ai compris que j'avais pas vu un fantôme. Fait que j'ai beaucoup appris ce jour-là. Je suis contente que c'était pas un fantôme, sinon il aurait fallu que je règle tous ses problèmes pour qu'elle puisse partir en pied. Mais elle a juste embarqué dans son char et elle est partie chez eux après. Fait que c'est comme... c'est quand même cool. Où est-ce qu'on se place quand on sait que tout ça coûte une fortune puis qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger? Genre, comme quelqu'un, pour quelqu'un d'engagé socialement, est-ce qu'on peut mettre une... Comment on fait pour mettre une frontière? Est-ce qu'on peut mettre une frontière? Comment est-ce que vous voyez ça? Bien, de toute façon, je pense qu'on a la responsabilité de préserver notre patrimoine. Quand on parle, Sabrina parlait tout à l'heure, le patrimoine, on parle du patrimoine bâti, mais le patrimoine, c'est l'histoire, c'est la culture, en fait, c'est ce qui nous lie à notre territoire. Donc, dans ce sens-là, on a une responsabilité, puis il faut toujours penser aussi au niveau environnement. De plus en plus, on parle d'environnement. Donc, réutiliser qu'est-ce qui est existant, le retaper, oui, ça peut coûter plus cher. C'est vrai que ça peut coûter plus cher. Mais si on prend ça dans une perspective globale, il faut arrêter de penser strictement économique. Quand on parle de rentabilité, on parle de rentabilité culturelle, rentabilité économique, bien sûr, mais rentabilité sociale. Quand on parle beaucoup d'attractivité, de rétention de nos jeunes. Bien, faire en sorte que préserver nos acquis, faire en sorte que, nos municipalités, nos villes, nos villages soient attractifs, soient accueillants, au niveau voilà. esthétique, mais aussi au niveau de la mémoire.
Ouais, c'est ça. Comment tu J'aimerais vois ça, toi? rebondir, Ouais. parce qu'en fait, c'est vraiment très intéressant ce que Jacques mentionne, c'est que c'est pas le patrimoine qui coûte cher, c'est le manque d'entretien du patrimoine qui coûte cher. Puis ça, il faut faire une distinction. C'est sûr que si on n'entretient pas les bâtiments, bien, ils vont dépérir. Mais si on offre un entretien minimal, bien, ces bâtiments-là peuvent survivre, en fait, des centaines d'années. Là. Puis même les matériaux utilisés, souvent à l'époque, c'était des matériaux nobles qui permettaient justement de résister au temps. Puis il ne faut pas se cacher aussi que dans la vie, tout demande de l'entretien. Parce qu'en fait, ce qu'on nous vend maintenant là, sur le marché, là, toutes les fenêtres en PVC, tout ça, ce n'est que jetable. C'est juste que ça ne demande pas d'entretien parce que justement, au bout de 15-20 ans, on le met aux poubelles. Tandis que le patrimoine bâti, en fait, les bâtiments qui ont un intérêt patrimonial, souvent, ils ont des matériaux nobles qui permettent de les entretenir. Tu sais, par exemple, on perd un bardeau de cèdre sur une maison, on peut le changer. Il n'y a pas de problème. On peut repeindre du bois. On peut repeindre des fenêtres en bois, on peut les sabler. Tandis que du PVC, ça ne se sable pas. Moi, je ne suis pas du tout un fervent de la protection à tout crin, là. OK. Pas du tout. Mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est quelle est la valeur de l'objet? Parce que Ouais, le patrimoine, c'est ça, grosso modo. C'est on accorde de la valeur à quelque chose qu'on considère qu'il y a une forme de menace, grosso modo, et qu'il y a une raison qui fait qu'on doit le protéger. Ben, la valeur, il y en a plusieurs. On parlait tantôt de la valeur environnementale, mais pour ce qui est du recyclage, par exemple, des bâtiments, ben, il faut comprendre que souvent, on a privatisation des revenus et socialisation des déficits. Okay? C'est-à-dire que Exact. pour le propriétaire, peut-être que ça coûte moins cher de démolir, d'enfouir. Mais c'est qui paye l'enfouissement? Ouais. C'est pas le propriétaire. Le propriétaire paye juste ses taxes. Oui, son compte de taxes va augmenter un petit peu, puis la ville est très contente. Mais au final, le coût de l'enfouissement, puis le coût de la... Bon, il va payer la démolition fixe, mais ça, c'est juste mettre à terre. Mais après ça, c'est enfoui. Je veux dire, on le sait, le centre-ville de Rimouski, c'est un site d'enfouissement. OK? C'est un dépotoir sur lequel on a étiré la bande riveraine avec le mur jusqu'au mur de béton. Bien, ça a un coût que la société continue de payer. Après que le propriétaire, lui, se soit débarrassé de ces choses. Donc, il y a ça qu'il faut calculer. Il y a aussi la question de la valeur, elle est à la fois, oui, individuelle. Je veux dire, il y a des individus qui ont un grand intérêt à avoir un beau patrimoine, à être propriétaire d'un beau patrimoine. C'est un objet de prestige. Mais il y a aussi une valeur sociale, c'est-à-dire... Puis la valeur sociale, elle peut être très large. Puis c'est ça que les gens souvent ont de la difficulté à comprendre, c'est quels sont les différents objets de valeur. C'est très récent au Québec, la notion du patrimoine bâti. Fait qu'on a encore du chemin à faire, c'est normal. On est en train de réfléchir aux lois pour mieux le protéger, pour mieux l'encadrer. C'est là où aussi. je t'amenais, je me dis, il y a des citations, il y a des classements, il y a des lois, dont la nouvelle loi 69 dont tu as parlé, qui donne des nouveaux droits et devoirs aux MRC, aux municipalités, pour la gestion du patrimoine, où est-ce qu'il faut qu'il y ait des comités maintenant avant qu'il y ait de la démolition, tout ça. Ouais. Malgré tout ça, on en voit tous les jours des exemples. Là, il y a des manifestations populaires où on dit, ben là, on l'a échappé, ça ne devrait pas être démoli. Moi, je me demande comment ça se fait que... Qu'est-ce qu'on devrait faire pour s'assurer qu'on ait une pogne sur cette question-là, tu sais, vraiment, là, une emprise réelle, là. Mais c'est sûr que la sensibilisation, ça commence jeune aussi. Tu sais, comme là, on le voit quand même que les enfants aussi sont de plus en plus éduqués à l'école, tu sais, Jacques tantôt le dit, à l'environnement. Fait que le lien avec le patrimoine, il est facilement faisable, en fait, parce que récupérer les bâtiments déjà existants, c'est la chose la plus écologique qu'on peut pas faire. Puis en même temps, ces bâtiments-là, souvent, sont au cœur de nos noyaux villageois, des municipalités. Puis souvent, sont à proximité aussi des services, des écoles, de l'hôpital, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il faudrait penser aussi à réutiliser ces bâtiments-là qui sont déjà là de toute manière. Puis de toute façon, démolir un bâtiment, tout l'enfouissement, ça a un coût, ça aussi. Ça coûte très cher démolir. Ça coûte quasiment aussi cher que d'entretenir, en fait. Fait qu'il faut calculer aussi la part de le coût que ça apporte, en fait, que ça amène versus ce que ça donne, en fait. C'est profitable, en fait, de récupérer le patrimoine. Puis c'est sûr que c'est pas parfait au niveau du financement parce qu'on commence à se poser des questions sur comment qu'on pourrait financer le patrimoine et tout ça. Tu sais, en France, par exemple, les propriétaires de maisons patrimoniales, là, qui sont vraiment cités ou classées, bien souvent, ils ont des réductions d'impôts
il y a des trucs quand même qu'on pourrait s'inspirer de d'autres pays dans le monde, là, on pourrait faire ça au Québec aussi. Moi, je miserais beaucoup sur ce qu'on appelle la requalification. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui est inutilisé dans je dirais, sa mission première peut être requalifié dans une nouvelle mission. On prend l'exemple des églises. Hein? Il y a évidemment, avec l'abandon de la pratique religieuse, il y a énormément d'églises au Québec qui sont abandonnées, qui sont laissées qui se détériorent. Puis, tranquillement, il y a des projets de requalification. On parle à Rimouski, la cathédrale qui est fermée. La cathédrale qui est comme une espèce de symbole architectural de Rimouski qui est fermée depuis des années. Là, tranquillement, on recommence à s'en servir. Il y a des enregistrements qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Il y a des concerts qui se donnent. C'est pas vrai que ça coûterait 100 millions retaper l'église. Il faut surtout penser à requalifier cette église-là. Il y a des possibilités au niveau d'utilisation comme attrait culturel, marché public. Il y a des possibilités incroyables. Il faut juste avoir l'imagination puis la volonté, surtout. On parle de la cathédrale Le Bâti, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que quand tu descends dans le sous-sol de la cathédrale, tu vois des mognons qui dépassent un peu partout. Ah, ouais. La crypte, il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés dans la cathédrale, fait qu'on voit, et c'est un problème aussi, c'est que ça prend des permis spéciaux aux archéologues qui vont aller fouiller si tu as des ossements humains, si tu as des restes humains. Et là, il s'agirait de ressortir tous ces ossements-là. Il y en a qui ont été transférés dans le cimetière, mais il en reste encore beaucoup. Puis c'est une pratique qui se faisait à peu près à quelle époque, ça, d'enterrer les gens à l'intérieur de la cathédrale? Les enterrements ad sanctos, si je me trompe pas, c'est pas ma spécialité. Sous les bancs, là, c'était habituellement dans la pratique religieuse. On faisait ça. En fait, c'est très ancien comme pratique. Les curés, notamment, étaient enterrés, les évêques et curés étaient enterrés sous l'autel, donc de la cathédrale ou de l'église. Puis les habitants, plus ils étaient prestigieux dans leur communauté, plus ils se faisaient enterrer proches du chœur ou sous leur propre banc, parce qu'on achetait les bancs aussi à l'église. Puis le plus qu'on avait le banc en avant, le plus on était prestigieux dans l'élite locale. Ça sentait pas nécessairement très bon dans les églises. Oui, tout à fait. Mais on avait une relation avec la mort beaucoup plus saine aussi à l'époque. Aujourd'hui, on est un petit peu, c'est très tabou. Puis, Mais c'est fascinant parce que justement, on l'a dit au départ de l'émission, on disait, là, c'est parce qu'il faut comprendre que oui, on parle de patrimoine bâti, mais le patrimoine bâti, c'est pas juste les murs puis le toit, c'est toute la culture qui vient avec. Puis là, on est en plein dedans. Il y a quand même aussi là-dedans une portée que moi, je trouve ça un peu déplorable au Québec. On a comme une vision très individualiste de notre société maintenant, aujourd'hui. On a perdu un peu l'esprit de communauté, puis c'est peut-être ça aussi qui a fait du mal au patrimoine, selon moi, parce que le patrimoine, c'est quelque chose de très collectif, c'est quelque chose auquel on tient, qu'on travaille un peu main dans la main pour avoir un projet de société. Puis ça, on dirait qu'on a perdu ça. On a perdu un peu le rêve d'avoir, mettons, un centre-ville qui est adapté à nos besoins, puis qui permet aussi d'avoir un dynamisme aussi entre tous les bâtiments qui sont déjà existants. Oui, parce qu'il y a des histoires à succès à Baie-Saint-Paul, puis à Québec même. Il y a vraiment des lieux, des regroupements où est-ce qu'on voit que l'effort a été là, puis que ça a donné des résultats pertinents et intéressants à plusieurs niveaux. Là, on a besoin des décideurs pour que ça arrive. Parce que nous, on a bien beau, en tant qu'organisme, en tant qu'individu, avoir des projets, mais après ça, on a besoin de l'appui de nos élus pour aller de l'avant, tu sais. Bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. C'est malheureusement la fin, mais je suis très content d'apprendre que le patrimoine, c'est la valeur à laquelle on accorde. Mais j'ai juste un peu peur d'être enterré en dessous de l'église. Ça m'intéresse pas. Mais merci beaucoup d'avoir participé. C'est très apprécié. Cochon, les trois petits cochons, les maisons, le patrimoine culturel. Je me demandais où tu t'aurais... Oui, hein? Ça marche, on fait des liens. C'est limpide, c'est limpide. C'est clair et précis.
Puis on parlera même pas de patrimoine, on va parler en fait de quelque chose qui est lié au patrimoine bâti, les maisons hantées. Moi, je pensais à vieilles maisons, je pensais à vieilles places. C'est sûr qu'il y a des places qui sont hantées. Oui, parce que les maisons neuves, étrangement, c'est ça. Ils sont pas hantés, eux autres. Non, c'est ça, seulement les vieilles maisons OK. hantées. J'ai travaillé au village québécois d'antan, à Drummondville. Ta. Fait que là, au village québécois d'antan, à Drummondville, ce sont des vraies maisons qui ont été déplacées dans ce village-là. C'est pas des maisons qui ont été construites, c'est pas une reconstitution bâtie, c'est vraiment des vraies maisons qui sont patrimoine, justement, qui sont ramassées là-bas. Et en travaillant là, durant ces 4 ans-là, on a eu beaucoup de commentaires sur 2 maisons, mais une en particulier. Une en particulier qui serait apparemment hantée. Et on l'a su parce que les gens, dans le livre, pour signer à la fin des commentaires, il y avait souvent des commentaires sur la maison du téléphone. Et les gens écrivaient, en passant, votre maison du téléphone est hantée, il y a des enfants qui vivent au 2e étage. Et c'était pas des gens qui se connaissent, c'est pas du monde qui se parle, c'est juste du monde qui disait ça dans le... Et donc, c'est devenu assez connu parmi nous autres que cette maison-là serait hantée. Une année, moi, j'ai travaillé à l'Halloween, dans le village hanté, justement, à cette même place. Et j'étais dans cette maison-là. Et durant cette fin de semaine-là, on éclairait tout le temps aux lampes à l'huile. Et dans la première fin de semaine où je travaillais là, toutes les lampes à l'huile de la maison ont éclaté. Pas en même temps, mais une après l'autre, durant la même fin de semaine, elles ont toutes éclaté, n'étaient pas à côté de nous autres, de nos visages, mais ça devenait quand même très dangereux, fait qu'on a fermé la maison. On te l'a dit que tu chantais aigu quand même, là, tu sais. Je chantais même pas! C'est sûr que je jouais pas très bien. Je faisais une poupée qui jouait comme des chansons un petit peu déglinguées, fait que peut-être qu'ils ont pas trippé. Mais apparemment, ça arrivait nulle part ailleurs. Je sais pas si c'est une affaire de pression atmosphérique dans cette maison-là. Je ne sais pas. Et donc, c'était ma première expérience de maison hantée, de vivre de quoi d'un peu spécial quand même, là. C'est pas dans toutes les places où tu vas vivre des moments un peu surnaturels. Puis je suis quelqu'un de très sceptique, fait que je pensais qu'un grain de sel. Mais j'ai trouvé ça quand même drôle comme place. Et l'autre moment où j'ai déjà vécu quelque chose de plus particulier, c'est une salle de spectacle, mais qui était avant un palais de justice. C'est le vieux palais de justice de l'Assomption. Oui. Qui est quand même connu. C'est connu, ça, oui. C'est connu, et c'est connu pour être une place hantée. Dans le Québec. Et quand je fais mon spectacle là-bas, à ce qui paraît, la légende veut que c'était des jeunes, les enfants étaient en quarantaine dans le sous-sol. Tout le monde avait le scorbut, ou c'était une maladie là, de l'ancien temps. Une maladie patrimoniale. Une maladie patrimoniale. Et apparemment, au 2e, c'était le palais de justice, et les enfants, dans le temps, eux autres jouaient aux billes pendant qu'il y avait des procès qui se donnaient. Ce qui fait que quand il y a des apparitions ou des choses qui se passent, c'est souvent en lien avec des billes qui apparaissent comme ça, de nulle part, et des billes qui s'étaient à rouler. Et les employés, à ce qui paraît, arrêtent pas de ramasser des billes partout, même s'ils font toujours le ménage. Il y a toujours des billes qui traînent partout, et ils les ramassent puis ils les donnent aux gens s'ils veulent. OK. Et je suis allée là faire un spectacle. On est allé, le spectacle, la salle, il y a le piano, et à côté, mettons ici, il y a la porte qui mène en haut au 2e étage. Donc, il n'y a personne en haut. T'es sur la scène, tu vois rien. Et à la fin du spectacle, j'ai des amis qui sont là, qui sont venus voir le show. Je leur dis, hey, je vais vous montrer le 2e étage. Et là, j'ouvre la porte, et au moment où j'ouvre la porte, il y a une bille qui roule les escaliers et qui descend et qui va à mes pieds. Et il n'y avait personne en haut. Il n'y a personne. Puis la bille, là, roulait comme si on l'avait poussée dans l'escalier. Est-ce que tu prends de la drogue? Non, je vous l'ai dit, je ne prends pas de drogue, c'est pas pour moi. C'est pour les Alors, autres. ça a été mon expérience de maison hantée. Ben voyons donc. Ouais, puis Traumatisant. je suis encore très sceptique, mais je trouve ça quand même un peu spécial. J'ai gardé la bille. Ah oui! J'ai gardé la bille, c'est un porte-bonheur. Ben, j'espère, et Ouais. même que... je sais pas. Hein, Moi, là, je trouve que c'est juste qu'il voulait jouer avec moi, puis là, je me suis dit, bon, ben, garde, ça me donne ça m'ouvre un peu l'esprit. Oui, absolument. C'est vrai que ça va bien depuis un bout, fait que... Ben, c'est ça, doit être un vois-tu? porte-bonheur. Peut-être que c'est eux autres. Oui, c'est eux autres.